Alors, il y a peut-être effectivement une différence dans le sens où forcément quand vous décidez de sanctionner votre enfant par l'usage des coups, c'est toujours mieux pour un comme ça, si tu fais pas comme ça ou si tu n'arrêtes pas. Cependant, c'est pas pour autant que dans ce système préventif, vous mettez l'enfant dans une certaine condition psychologique. C'est-à-dire que le coup reste le coup. La manière dont l'enfant va l'interpréter va dépendre en fait du cadre affectif dans lequel il est positionné. S'il sait que dans la famille dans laquelle il est, il se sent aimé, il se sent choyé, voilà, c'est un cadre affectif, voilà, qui est plus ou moins stable, venir, parce que ça reste un coup, ça reste quelque chose d'inhabituel. Par contre, il sait que c'est dans un cadre familial où effectivement, de lui-même, parce qu'il faut faire la part des choses entre ce que les parents pensent donner aux enfants et ce que les enfants interprètent de leurs parents. C'est pas la même chose. Et si l'enfant interprète, selon lui, qu'il est dans un cadre où il ne se sent pas assez aimé, la chicotte viendra renforcer ça. Étant très actif sur le terrain, je parlais de réaction, là juste avant, pour agir, pour sortir. Je le fais même en temps de paisibilité et ainsi de suite. Je suis surtout dans la sensibilisation. Voilà, on est là pour évoquer ce fameux tabou. C'est que tu as évoqué déjà le déni. On sait qu'entre nous, il y a énormément de choses à régler. Ça, c'est des choses, comme je dis souvent, on est peut-être victime. J'applique un adage qui est très simple à comprendre. Agir pour ne plus subir, tout simplement. Effectivement, il y a des faits d'injustice institutionnelle et à la fois les faits où on se détruit, en fait, par des faits de violence. C'est ça, l'autodestruction. L'autodestruction. Donc quand moi, je prends la parole et que je ne pointe pas les violences internes, justement, je les incite. N'est pas nécessairement parler comme des Blancs, puisqu'il faut savoir aussi que... Et de ce fait, la langue française, c'est en quelque sorte africanisée. Africanisée, c'est un grand mot, je dirais. Elle s'est adaptée dans les pays où elle est pratiquée, en tout cas, comme langue officielle. Au Sénégal, on a des expressions typiquement françaises qui n'ont aucune signification en France. Au Cameroun, on a aussi... Je connais entendre l'expression virgulée. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'entends aller à gauche ou à droite. Au Cameroun, on a aussi d'autres expressions, comme par exemple lever le coude. Quand on parle de lever le coude, un Français, il comprendrait. Vous prenez un verre, vous allez boire au bar, comme on dit, vous levez le coude. Et donc, quand on dit allons lever le coude, ça veut tout simplement dire allons prendre un verre, allons boire, allons s'amuser. Bon, voilà, donc le français n'est plus exclusivement une langue française, même si les origines veulent que ça soit la France qui soit le pays d'origine. Le français aujourd'hui est devenu une langue qui s'adapte selon les pays. Au Canada, on a d'autres expressions. Voilà la conception en tout cas que j'ai du français. Moi, je me tue à dire, même si je suis contre la violence, mais je suis amené à dire à certains jeunes que pour moi, le vrai bonhomme, pour revenir sur la question de virilité, c'est celui qui va régler ses comptes main nue, en respectant, par exemple, les règles de la boxe, par exemple. À la limite. Et plusieurs fois, j'ai été amené à régler des conflits. Donc avec honneur. Voilà. L'histoire d'honneur. J'ai dit, écoutez, vous nous fatiguez avec vos histoires. Vous savez quoi? Le problème, c'est toi et toi. Ils ne savent pas se battre. Voilà, si vous ne savez pas, ils ne savent pas se battre. Il faut se dire la vérité aussi. Ils ne savent pas se battre. Bien souvent, donc, allez vous froisser sur la pelouse à côté et vous revenez une fois que vous serez essoufflé. Alors qu'on se mette bien clair, tu n'es pas en train de promotionner la violence et de dire que, voilà, parce que ça pourrait... Oui, voilà. Non, je ne promotionne pas la violence. C'est juste que dans certaines situations, comme ça a été le cas de tout temps, au nom de la culture de l'honneur, quand on arrive à un point où par la testostérone ou par l'exaspération, le discours, le dialogue s'arrête, d'ailleurs comme les grandes nations quand elles sont en guerre, eh bien on peut passer, en tout cas entre hommes, aux mains régulées. Exactement. Voilà, et je mets au cœur de tout ça le dialogue. C'est super important. Une fois qu'ils s'essoufflent, après, bon, finalement... Ils se sont rendus compte qu'en fait, on est ridicule. Ouais, on est ridicule. Dans notre bêtise.
En effet, je pense que, comme elle est en train de vouloir nous le dire, il y a un cadre dans lequel on évolue qui permet à l'enfant de prendre la chose d'une manière plus ou moins grave ou de noter que ce soit excessif ou pas. C'est-à-dire, voilà, quand on prend un coup de manière un peu brusque sans qu'on s'y attende, c'est autre chose qu'une fois qu'on a été prévenu. Donc, pour ma part, oui, je pense que le cadre familial va beaucoup jouer, va apporter. Néanmoins, le coup restera le coup à ce moment-là, qu'on se le dise quand même, parce que dans la mesure où, par exemple, là, on parle d'un enfant peut-être qui est seul, mais si ça a lieu devant un autre enfant qui est plus petit, qui lui n'aura pas forcément l'explication, va assister à une scène où on frappe son grand frère, sa grande sœur, etc. Ça restera un geste qui, à ce moment-là, va être incompris, en tout cas pour celui-là, et ça peut être marquant. Moi, les personnes qui m'ont dit, puisque t'es un bounty, tu parles comme les blancs, avec un peu de recul, entre 200 et 300 mots de vocabulaire. On est d'accord. Donc c'est rarement des personnes qui ont lu beaucoup de livres, qui ont un savoir assez important, qui m'ont pointé du doigt en disant que et qui étaient très limités intellectuellement, du coup très limités en termes de pensée, et qui de par le complexe qui est le leur, puisque à travers ma personne, ils avaient le sentiment, à juste titre, d'être limités, nécessairement, ils avaient soit comme position d'être admiratifs, soit comme position d'être indifférents, soit comme position de me repousser et de me dénigrer. Bon, pour certains d'entre eux, ils ont opté pour le dénigrement. Grand bien leur face, je leur envoie des salutations distinguées, des caresses et des bisous, parce que on est rarement médiocre volontairement, on est toujours médiocre malgré soi. Médiocre volontairement, on est souvent médiocre malgré soi. Ouais. Ça, c'est la médiocrité dans laquelle s'enferment celles et ceux qui voient dans le maniement de la langue française une caractéristique d'ordre racial. Ils s'enferment dans une médiocrité, du coup, sans même le savoir. Donc, comment ouvrir les yeux aux nôtres sur le fait que ce qu'ils croient être une liberté, ouais, je t'ai vu, t'as capté, la liberté linguistique, mais n'est qu'en fin de compte, rien d'autre que l'expression d'une médiocrité. Des scientifiques qui ont montré, de par la Suède, tu parlais de la Suède en introduction, qui a été le premier pays à interdire justement cette pratique de la fessée, d'accord ? Il faut être précis, ils ont interdit la fessée en 1979, et on a remarqué que 15 ans après, c'est-à-dire que les enfants qui étaient nés et puis qui ont grandi dans cette loi, au sein de cette loi-là, entre eux, c'est-à-dire les violences qu'il y avait entre enfants, parce que c'était l'un des sujets, c'était l'une des raisons, c'est-à-dire que le fait de taper les enfants les rend plus violents. Bon, très bien. En partant de ce postulat-là, ça a été l'une des raisons d'adoption de la loi. On s'est rendu compte 15 ans après que les violences entre enfants, donc avec des agresseurs de moins de 15 ans, avaient été multipliées par le fait de ne pas réellement pouvoir dire stop aux enfants. Et en plus de cela, les violences sont retrouvées, on peut l'interpréter comme ça, les parents se sont retrouvés dans une situation où ils n'avaient, entre guillemets, pour eux en tout cas, déjà d'une, pas été formés pour répondre différemment que lorsqu'ils utilisaient, on va dire, des châtiments punitifs, corporels. Même s'il n'était pas forcément très violent, mais au moins, ça donnait une instruction par le corps à l'enfant qu'il fallait s'arrêter. Malheureusement, ils étaient poussés à des derniers retranchements, et cela a fait en sorte que les enfants... Là aussi, pareil, il y a des études qui ont montré que les enfants les plus violents sont à 2-3 ans, et je pense qu'on le voit, ils tapent, pour ceux qui ont des enfants ici entre nous, et même vous qui nous regardez, entre 2, 3, 4 ans, si on ne leur dit pas clairement d'arrêter de taper, de mordre, ou ce genre de choses-là, ça peut déborder très très vite. Aujourd'hui, prendre position sur les violences policières, je le dis très clairement, aujourd'hui c'est devenu fashion, c'est devenu un phénomène de mode. C'est ça, on est d'accord. On en vient même à se demander, est-ce que les violences policières sont plus visibles ou plus fréquentes en général ? On va dire qu'aujourd'hui, avec l'évolution, l'ère digitale dans laquelle on évolue aujourd'hui, elles sont plus visibles. Mais ça fait bien facilement plus de 30 ans qu'elles existent. Et je vais revenir sur l'une des affaires les plus connues médiatiquement, celle de Malek Ousekine, il y a 36 ans. Ensuite, il y a eu 10 ans, moins de 10
Mais entre eux, cette période-là, ça a toujours existé. Quels sont vos modèles en matière d'éloquence? Oh, Si vous en avez, moi, en tant qu'avocat. à titre personnel, j'ai obtenu des prix aussi. Et je dirais que c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. D'accord. Moi, personnellement, mon modèle d'éloquence, c'était ma grand-mère. D'accord. Pourquoi? Parce que ma grand-mère était une femme très religieuse, donc qui chantait, qui priait à l'église, qui s'exprimait devant les gens. Et très tôt, durant mon enfance, elle m'amenait déjà à l'église. J'étais amené à chanter devant du monde. Mais pas que des avocats. Il y a des comédiens, des humoristes, qui exercent un métier oral que j'observais, je regardais, et puis voilà. Maintenant... Mais aucun modèle public, quoi. Aucun modèle public, je ne peux pas faire la publicité de personnes que j'admire. Il y a Mbeko déjà, qui est un ami et un confrère que j'admire aussi, puisqu'il a une très bonne éloquence et une très bonne élocution. Donc voilà, et quand il s'exprimait, il maniait et châtiait bien les mots, il avait une très bonne élocution. Je ne vais pas vous citer d'autres personnes. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal. En effet, on abolit voilà, les châtiments corporels, donc la fessée, ce qui est bien. Et c'est pour ça que ça va être important de le souligner et de dire que qu'est-ce qu'on propose aux parents? Parce qu'en fait, voilà, il faut pouvoir proposer aux parents, en fait, autre chose. Parce qu'on arrête ce châtiment-là, mais comment, du coup, on rentre en communication avec son enfant afin de l'aider, de continuer à l'éduquer. Et donc de la psychologie qui peuvent, voilà, dont le travail devrait être encore beaucoup plus mis en avant pour cet accompagnement-là, que ce soit de façon massive aussi, pour vraiment voilà, aider les parents et les enfants parce qu'effectivement, voilà, nous sommes des êtres... l'être humain et être accompagné. Donc je pense que ce qu'il va falloir effectivement je veux dire, ce qui va être mis en avant là sur les chiffres que vous aider les parents et aider les enfants, parce qu'un état de violence vient surtout exprimer quelque chose qui se passe à l'intérieur et souvent dans les maisons, et ça exprime quelque chose qu'il faut pacifier. Justement, donc, avant de venir aux solutions, pardon, c'est tellement intéressant, avant de venir aux solutions, c'est ce qui va lui donner quelque chose, une alternative. Alors, par contre, ce que je veux juste rajouter sur ce point-là, c'est qu'on n'adopte pas une alternative commune à tous. Est-ce que la violence policière ne serait pas qu'on ne confonde pas mon propos, le fait qu'entre nous, on grandisse, pour beaucoup d'entre nous du moins, surtout quand on est issu de foyers monoparentaux et qu'on est en échec scolaire, quand on grandit dans l'idée de se construire uniquement dans la violence, l'hypervirilité, je suis fort, donc je suis, je mets des coups de tête, je regarde de travers, donc je suis. Bon, eh bien le fait qu'on grandisse là-dedans, ça nous enferme dans une logique spartiate, dans une logique je tape, je tape, je tape. Et ça peut avoir dans ces zones-là, et qui, au fil des années, entre guillemets, se durcit, se kairaïse, si je puis dire. Nous, on a pu l'être, quand je dis nous, c'est un nous générique, on a pu l'être dans une certaine époque. Donc, pour le dire autrement, est-ce qu'en définitive, le vrai combat contre les violences policières ne doit-il pas commencer à combattre contre même tout cet univers de l'hyperviolence, et à travers une phrase que j'aime à dire, finalement, l'endroit le plus sûr où on ne rencontre pas de violence policière, n'est-il pas la bibliothèque? Non, mais moi, je suis en désaccord avec toi parce que rien n'empêche l'autre. C'est-à-dire, l'un et l'autre. Il faut être excellent dans tout. C'est-à-dire que les petits frères qui disent « t'as capté », pas de problème. Moi, je le dis de temps en temps. Mais il ne faut pas qu'il soit limité qu'à ce mot-là. Il faut qu'il soit en capacité de dire « est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as saisi? Est-ce que tu as maîtrisé? Est-ce que tu as intériorisé ce qui a été dit ?» Donc, moi, je le dis à mes clients. De temps en temps, moi, mes clients, ils comprennent pas parce que j'ai des phases un peu ghetto. Mais je leur dis qui peut le plus, peut le moins. C'est ça le maniement des mots. La liberté absolue. C'est de pouvoir parler de manière très restrictive et de parler de manière très enrichie. Être à l'aise devant un ministre, devant un député, et parler à un type où tu prends un petit déjeuner à Fleury-Mérogis avec ton client, tu es à l'aise dans les deux environnements. Un parent qui cherche à rentrer en communication avec son enfant et qui peut-être rencontre des difficultés et donc cherche une façon peut-être de trouver par quel moyen.
et on a un enfant qui veut exprimer quelque chose et donc voilà, aussi en fait, hein, et qui va comme ça être très expressif. Alors quand il y a aussi une question de tranche d'âge, parce qu'il y a un âge où on est encore un petit peu dans l'état entre guillemets un peu animal, un peu sauvage, où ça crie, ça mord, ça griffe. Et là, il faut vraiment essayer de canaliser l'enfant en lui. Voilà, on va devoir lui redire souvent non, on ne mord pas, non, on ne griffe pas, on ne pince pas, etc. Ou effectivement, on va avoir un enfant qui a peur de s'exprimer au moindre coup, effectivement aussi, voilà, a du mal à sortir de lui-même, parce qu'il y a cette peur de la main qui va... Le problème, c'est que bon, je suis aussi très, très proche de certains artistes avec lesquels voilà, j'ai pu aborder ça dans les sujets abordés dans leurs textes. Et il y a beaucoup d'artistes, malheureusement, qui restent esclaves du système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait le constat, hein, c'est plus le rap conscient qui est plébiscité, c'est le rap qui fait la promotion de la violence. La violence pure. On en parlait dans l'une de nos... Pas grand frère. Mais certains vont dire oui, tu restes quand même un grand frère. Puisque... Lorsqu'on donne l'opportunité à l'un des nôtres de savoir bien s'exprimer et que l'un des nôtres ne représente pas réellement, en tout cas, tout le potentiel intellectuel en tout cas, qui existe au sein de notre communauté. Vous parlez par exemple lorsqu'on a une interview dans un journal et qu'on va interviewer par exemple une de nos tantines ou un de nos tontons qui a du mal à s'exprimer en français et qu'on se dise que finalement, ah tiens, ces Noirs ne savent pas s'exprimer en français. Et donc sont bêtes. Et donc sont bêtes. Moi, je dis en tout cas dans le monde, constitue un réel pouvoir. Et si on ne contrôle pas ce pouvoir-là, ils auront donc toujours la facilité et la faculté de montrer les Noirs qui ne s'expriment pas très bien, nos parents en tout cas, ou nos arrière-grands-parents qui sont venus en France et qui n'ont pas eu la chance que nous avons eu de faire des études et de pouvoir bien s'exprimer en français, de s'exprimer lorsqu'on pose une question d'actualité ou de débat social qui se n'engage que moi. Je pense sincèrement que si on invite Beko, ou on m'invite moi, ou on invite par exemple Abdelaziz Omoundé, quand j'entends Éric Zemmour qui passait sur CNews avec Christine Kelly, qui j'estime n'avait pas les armes nécessaires pour débattre d'idée à idée avec Éric Zemmour sur l'histoire, si invité sur ces plateaux-là, je ne suis pas sûr que Éric Zemmour tiendrait ne serait-ce que 2 minutes dans un débat d'idées avec Abdelaziz Omoundé. Alors donc on se coupe de l'idée même d'exceller, qu'on associe à une couleur de peau. Moi, je le vois par exemple avec mes neveux à la maison. Chaque fois que je sors un nouveau mot, ils me disent